Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes, on en parle désormais tous les jours sur Bismart. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la publicité. Longtemps, c'est l'assiette qui a alimenté les discours publicitaires. La table, elle, n'est pas en reste. Nos habitudes alimentaires évoluent et cette table est le témoin d'un phénomène de société, la déstructuration du repas. Mais quel message la publicité nous fait-elle passer sur la place du repas dans notre quotidien? Quelle image nous renvoie-t-elle de ce moment, le repas, ce moment où l'on se nourrit, le repas également qui nous nourrit? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce matin en compagnie d'Aline Boucher. Bonjour Aline. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le repas dans la publicité, une mutation sociale et marketing, un livre paru aux éditions L'Harmattan. Je précise également que vous êtes planeur stratégique chez Buzzman. Pourquoi vous êtes intéressé au repas en tant que tel dans la publicité? Le repas en tant que tel, c'est déjà une institution en France. C'est un sujet extrêmement intéressant parce que il contient beaucoup plus qu'on ne pourrait l'imaginer. En fait, le repas, ce n'est pas uniquement ce qu'on va ingérer, donc ce qu'on va dimension manger. Sociale également. Il y a une dimension extrêmement sociale et vous l'évoquiez, la table qui va comme ça structurer ce repas. Le repas gastronomique à la française, il est classé au patrimoine de l'UNESCO et donc c'est vraiment une dimension patrimoniale et très forte chez les Français. Quand on les interroge sur l'importance que ça a dans leur vie, dans leur discours et les représentations que ça a, ils vont vous dire que c'est hyper important, qu'ils mangent à table, qu'il faut respecter une structure, des heures fixes, qu'il faut manger tous ensemble et partager, profiter de ce repas. Alors que quand on regarde un petit peu les études et la réalité Même dans notre quotidien. Exactement, à notre échelle, on s'en rend bien compte. On a cet idéal comme ça, patrimonial, culturel, mais dans les faits, on assiste à ce qu'on appelle la déstructuration un petit peu de cette institution, de ce repas, où on va manger un petit peu plus souvent seul. On a des gens qui habitent seuls, qui sont même dans l'impossibilité. Et puis, quand on a été confinés, on s'en est encore plus rendu compte qu'on ne pouvait pas forcément. C'est vrai que la crise a partager. beaucoup joué. On va y revenir, mais finalement, pourquoi on a changé un petit peu? Enfin, les publicitaires ont changé de focale. Avant, c'était l'assiette, son contenu, et aujourd'hui, on met un coup de projecteur sur ce moment qui nous rassemble, enfin qui nous a rassemblés, qui nous rassemble encore chez certains, ou des fois ce moment qui est pris seul, effectivement, vous le disiez tout à l'heure. Pourquoi finalement c'est un moment plus que finalement l'acte de se nourrir et le contenu en fait de l'alimentation? Déjà, premièrement, il y a peut-être aussi une dimension de saturation de l'espace médiatique dans les injonctions à manger, à mieux manger, à bien manger, à adopter tel type de diète, à contrôler un petit peu l'apport alimentaire. Là où finalement la structure et ce repas, il va vers des univers un petit peu plus positifs où on va justement aller vers des idéaux de convivialité, de partager entre amis, où on va pouvoir développer aussi un discours qui va dépasser la stricte dimension nutritionnelle. Parce qu'on a quand même une grosse focale nutritionnelle aujourd'hui avec de nouveaux outils, parce que forcément, il y a aussi un problème de santé publique autour de tout ça. Mais le repas, il nous permet un peu de décadrer et de parler de la dimension symbolique, très affective aussi. C'est ça qui est hyper intéressant aussi en publicité. On ne va plus uniquement parler de miam, c'est bon, regardez mon fromage dégouline, etc. On peut prendre un petit peu plus d'ampleur et raconter la signification que ça a dans la vie des gens et à quel point l'alimentation, ça peut être aussi une preuve d'amour et plein d'autres choses. Vous parlez de symbolique, mais derrière cette symbolique, il y a un phénomène de société. Vous le disiez, la déstructuration du repas. En quoi la publicité révèle justement, c'est un peu cette scission. On a d'une part, c'est ça la vision, on va dire un peu techniciste du repas, c'est-à-dire voilà, je me nourris, je m'alimente. Quand d'autre part, on va avoir ce moment de partage en famille généralement. C'est ça, on va avoir deux camps qui s'affrontent un petit peu. Exactement. On a vraiment, et ça c'est l'analyse d'un corpus publicitaire qui permet de le révéler. Deux injonctions assez contradictoires qui coexistent dans un même tunnel publicitaire. On va avoir une partie des marques qui va commenter ce phénomène social en mettant en garde le consommateur, en lui disant attention, il faut reprendre place à table, on est en train de perdre les bonnes habitudes, il faut les transmettre aux générations, aux enfants, il faut préparer soi-même le repas, etc. Quelque chose d'assez normatif. Et de l'autre côté,
une vision beaucoup plus, en effet, techniciste, où on va appréhender l'incorporation alimentaire comme quelque chose qui est un petit peu moins symbolique, au tout du moins. Qui s'adapte au nouveau rythme de vie un peu plus effréné, finalement. C'est tout à fait ça. On est sur ce temps consacré à l'alimentation qui, dans l'idéal, on aimerait pouvoir passer du temps, préparer soi-même ce repas, consommer tout ça, célébrer autour d'une table pendant des heures. Et en fait, le temps vient à manquer et l'accélération des modes de vie fait que on n'a pas forcément toujours autant de temps dans la vraie vie pour performer ça. Et donc, des marques qui vont plutôt essayer d'être dans la dédramatisation de ce phénomène social et d'accompagner du mieux qu'elles peuvent vers ces nouveaux comportements alimentaires. J'ai le sentiment qu'on assiste un peu au combat entre les anciens et les modernes. C'est le cas ou pas du tout? Mais ça, c'est un peu à première vue ce qu'on peut s'imaginer, et c'est là où c'est très intéressant d'aller dans de l'analyse sémio et de prendre vraiment des publicités et de se rendre compte qu'on n'est pas du tout sur un discours traditionnaliste, presque un petit peu réac, il faut retourner à table, les Français, vous ne savez plus cuisiner, etc. Et de l'autre, la modernité presque anglo-saxonne, j'ai pas le temps de déjeuner, on the go, je prends mon petit déjeuner sur le pouce, etc., qui serait cette modernité. Et en fait, quand on analyse ça, c'est hyper intéressant de se rendre compte que c'est un petit peu l'inverse, parce que cette modernité un peu j'ai pas le temps accélérée, elle est presque devenue un peu ringarde. Et le discours dominant et très moderne actuel, c'est plutôt de reprendre ce temps, de finalement de plus être aliéné par cette accélération, par le travail, par d'autres sujets, et de se poser autour de cette table tout à coup sanctuaire, qui fait qu'on peut reprendre le contrôle, reprendre plaisir ensemble autour de l'alimentation. Vous parlez de table sanctuaire. J'ai oublié de préciser que c'est votre mémoire de fin d'études qui constitue le contenu de ce livre, Le repas dans la publicité. Finalement, quels sont les éléments, les points communs qu'on va retrouver dans toutes ces publicités qui renvoient vers une image plutôt traditionnelle du repas? C'est la famille, j'imagine, cette table aussi. Bien évidemment, la table, et ça c'est hyper intéressant dans la symbolique, dans l'espace que ça prend, aussi dans les stratégies des marques, la place qu'on veut lui laisser dans la vie des gens, mais surtout en effet des dynamiques plutôt affectives. Donc autour du lien. Et c'est vraiment ça qui aussi représente le repas un peu français culturel, c'est de le partager. Le plaisir, il n'est pas solitaire, il est vraiment convivial. On parle de commensalité, donc c'est vraiment d'être autour d'une table. Et ce que ça va avoir comme implication, par exemple, est-ce que vous êtes un bon parent ? Est-ce que, même si vous êtes un parent divorcé, que peut-être qu'on dit que vous avez ébranlé le quotidien de votre enfant, vous lui faites à manger, vous lui préparez, vous dressez la table, vous êtes un bon ami parce que vous recevez. On est vraiment sur des logiques, en effet, de partage et de liens affectifs, sociaux, qui sont des terrains hyper intéressants en publicité et qui vont résonner dans le quotidien du consommateur. Justement, vous parlez d'affect. Est-ce que l'alimentation, qui est très liée à l'affect, est-ce que l'alimentation est un produit publicitaire comme les autres? Est-ce qu'on va traiter de la même manière, finalement? On va faire appel à des souvenirs, j'imagine, parce qu'on pense tous à la Madeleine de Proust qui fait appel au sens. Est-ce qu'on va essayer d'aller gratter un petit peu sur ce terrain pour avoir de l'impact, en fait, tout simplement? Ça, bien évidemment, ce levier de Madeleine de Proust, il est très utilisé. C'est intéressant d'appréhender la publicité alimentaire, la catégorie un peu food, parce que souvent, on peut dire que ça peut être un parent pauvre de l'alimentation, parce que c'est un secteur qui est très normé. On a besoin de donner envie, c'est de la publicité, de donner envie d'aller consommer cet aliment, d'aller dans ce restaurant, d'utiliser tel ou tel service. Et donc, on a des passages obligés, des moments... un peu des moments miam à l'écran, le porn food, de l'irrésistibilité, montrer un truc un peu pavlovien qui ferait que le consommateur... Tout à coup, qui amène le déclic chez la personne qui regarde. Le stimulus-réponse, je vois ça, je vais me ruer, aller acheter ou commander. Ça, c'est vraiment une partie infime finalement des discours. C'est présent parce que ça marche. Et puis, on a tous aussi ce truc d'être attiré par des choses qui donnent envie de manger. Mais on a vraiment un terrain discursif qui s'ouvre sur, typiquement, justement, raconter des histoires autour de la place que ça a dans la vie des gens, d'une recette de grand-mère, des goûts particuliers qui ont finalement un impact dans la vie affective des gens. D'ailleurs, dans votre étude de cas, vous analysez la campagne du géant suédois de l'ameublement, qui n'est pas une marque qui vend de l'alimentaire,
pourquoi certaines marques, justement, profitent quand même de ce moment du repas, ou misent en tout cas sur ce moment pour faire sa campagne, en fait. Mais c'est hyper intéressant d'analyser aussi des marques non alimentaires à première vue qui s'emparent de ce sujet food. Et c'est là aussi où on se rend compte que c'est loin d'être ce petit truc trivial qui a peu de place dans la vie des gens. Parce que le repas, c'est aussi un moment où on va performer les liens sociaux, etc. Et une marque d'aménagement de la maison, elle a tout à fait sa part de voix, elle a tout à fait raison. Aménagement maison, il y a la cuisine, la salle à manger, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie et c'est surtout montrer à quel point les objets ne sont pas uniquement fonctionnels et que c'est séparé par exemple d'une table. Ça n'est pas rien. Ça aura des implications. Si on se dit que quand on va aménager sa maison et qu'on va se dire finalement je mange un peu sur la table basse, on n'a peut-être pas besoin de s'acheter une grande table, etc. Eh bien, on va rappeler l'importance de recevoir des amis à la maison, l'importance de préparer, d'avoir une cuisine bien aménagée, le plaisir que c'est, mais aussi les vertus que ça va avoir sur la famille et sur le quotidien des consos. Est-ce que la crise Covid a fait un petit peu changer le discours des publicitaires? C'est-à-dire qu'on a passé, ça fait bientôt 2 ans, de crise sanitaire, avec des moments où on a rompu le lien, où on ne se voyait pas, il y a eu les différents confinements. Est-ce que justement on va pas davantage vers se retrouver, partager des moments ensemble, quand on sait que la crise Covid a beaucoup isolé? Ça, c'est quelque chose qui était déjà à l'œuvre même avant le Covid et donc qui a été accéléré. Et on a une multiplication des discours parce que justement cet ouvrage, l'analyse, elle était avant tous ces phénomènes-là, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu un petit peu se pencher encore plus sur ce phénomène. En effet, on a des marques qui vont vous raconter que la table, ça devrait devenir le cœur de votre vie, qu'elle a une âme. On va avoir des copies là-dessus sur l'âme de la table. On va presque lui donner vie, la personnifier. Et en effet, le Covid et toutes les logiques d'assignation à résidence et de confinement, ça va forcément accélérer ces représentations-là. Mais ça révèle encore plus fortement cette tension entre justement l'idéal représentatif et la réalité, parce que même si on est un peu plus à la maison, même si on peut plus cuisiner, même si on peut prendre le petit déjeuner, tout à coup, il y a eu ça, un boom un peu des segments petit déjeuner. Après, une publicité ne peut pas finalement représenter les deux. D'un côté, effectivement, ce côté traditionnaliste du moment à table, et de l'autre, une alimentation plus nomade. Et peut-être solo aussi. Et oui, et c'est tout le sujet aussi de ces marques-là, parce que c'est intéressant de les comparer et de se dire qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre de stratégie par rapport à cette déstructuration. Parce qu'en fait, il y a aussi un rôle pour les marques d'accompagnement face à ces grandes attentes, et de se dire qu'en effet, on a envie de prendre le temps, mais parfois le temps vient à manquer, et qu'on peut aussi être de leur côté pour amoindrir ce sentiment de culpabilité, être un petit peu tape dans le dos et de se dire bon, on comprend quel est votre mode de vie et c'est pas si grave, et on a peut-être des solutions pour réussir à faire coexister vos impératifs de vie quotidiens et ces aspirations un petit peu culturelles et un petit peu hautes. Merci beaucoup Aline Boucher. Je rappelle votre livre publié chez L'Harmattan, Le repas dans la publicité, une mutation sociale et marketing. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau menu, de nouveaux invités. Très bonne journée et à demain.